Donc, bonjour à tous, bienvenue à notre émission. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de chiffre alphabet qui est comment se forment les mirages. Nous allons aussi regarder la biodisponibilité chez les plantes, comment se forme la rosée du matin et on va regarder un peu quelques infos sur les colibris et leur métabolisme qui est spécial par rapport aux autres oiseaux. Donc, bienvenue à notre classe aujourd'hui. Si on peut commencer avec les mirages, pourquoi pas? Lorsqu'on parle de mirages, les mirages sont le fait que nous voyons des objets on voit des objets dans une situation qui semble hors de l'ordinaire. Donc, un exemple, on peut être souvent on va dans les histoires, on est dans le désert et il semble qu'il y ait de l'eau à l'horizon. Ou si nous sommes par exemple, sur un pavé ou dans un parc où il y a des surfaces chaudes, c'est comme si on pouvait voir de l'eau qui se retrouve sur le sol. Donc, on va essayer de comprendre comment se fait-il qu'on peut voir ces mirages. Donc, alors les mirages, c'est intéressant parce que la première chose qui est importante à considérer, c'est que les mirages, c'est quelque chose que nous voyons avec les yeux. Donc, ça, c'est la première chose à considérer. Deuxièmement, ce que nous voyons avec les yeux, c'est la lumière. Et la question, c'est comment se fait-il que nous avons, avec nos yeux, on voit, semble-t-il, par exemple, de l'eau à une certaine distance, mais une fois qu'on approche, c'est totalement sec. Donc ça ici, c'est un truc que nos yeux nous jouent par rapport à la lumière. Donc voyons voir si je peux faire un dessin pour vous. Nous avons le sol qui est ici. Nous avons notre petite étoile qui est là. Et nous avons le ciel bleu. Donc, le ciel bleu comme ceci. Maintenant, si on regarde une personne, alors voyons voir, nous allons avoir une personne comme ceci. Donc, si nous regardons dans notre environnement, nous avons bien sûr le soleil qui nous vient vers nous. Il y a aussi la couleur bleue du ciel. Et s'il y a d'autres objets, comme des arbres, des édifices ou autres, nous voyons ceux-ci. Maintenant, si on parle de mirage, c'est comme si on voyait une partie du sol ici, comme s'il y avait de l'eau par terre. Et voyons voir comment est-ce que ceci arrive. Alors, chose intéressante, lorsque la lumière passe dans le vide, la lumière va en ligne droite. Par exemple, si la lumière entre dans un gaz, cette lumière peut changer de direction un petit peu. Et je vais vous parler d'un exemple. Si on prend par exemple, nous sommes en milieu d'après-midi, donc ici il est 10 heures le matin, on voit le ciel, on voit le soleil dans le ciel, nous avons chiffre alphabet qui est en Europe, elle voit le soleil, c'est en fin d'après-midi. Fantastique. Nous voyons un soleil qui a, pour la majorité, de la lumière blanche. Par contre, si nous regardons le lever du soleil ou le coucher du soleil, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on remarque que les rayons du soleil changent de couleur. Si on peut faisons un peu d'astronomie, pourquoi pas. Donc, ça prendra un autre tableau, mais voyons voir. Donc, si nous avons ici la Terre, et nous avons le soleil ici, nous avons les rayons qui vont directement. Donc, il y a peu de distance de la lumière dans l'atmosphère. Par contre, si nous avons un soleil qui est ici, le soleil ici va passer la lumière va passer dans notre atmosphère. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que cette lumière va
être dans l'atmosphère pour une plus grande distance, donnant la chance à cette lumière d'être réfractée dans l'atmosphère parce qu'elle passe dans le gaz. Donc ici, il y a un mot intéressant, la réfraction. Très bien. Alors, chose qui arrive, qui est intéressant, c'est que si nous avons ici une surface et il fait soleil, nous avons peut-être une surface ici qui est à 50 degrés parce que c'est la chaleur du soleil qui est absorbée souvent par le pavé ou le sable. Mais plus nous nous éloignons de la surface du sol, voyons voir comme ceci, et puis, je ne sais pas, lorsqu'on s'éloigne du sol, on a des changements de température. Ça veut dire que s'il y a des changements de température, plus l'atmosphère est chaude, plus il y a une expansion des gaz. Ça veut dire que la lumière réagit différemment, dépendant de la densité ou de la possibilité que la lumière soit réfractée. Donc ça, c'est quelque chose à penser. Vous allez dire, est-ce que j'ai déjà vu que la lumière peut être réfractée? Si vous allez nager soit à la mer ou dans une piscine et vous ouvrez vos yeux dans l'eau, vous remarquez que la lumière ne réagit pas exactement de la même façon dans l'eau que dans l'atmosphère. Si on change les médiums, les rayons lumineux changent. Maintenant, ça c'est un des points ici. Voyons voir. C'est ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une carte ici. Lorsque je vais éditer la vidéo, je vais mettre une carte ici qui va expliquer. J'ai fait une vidéo sur la réfraction de la lumière et les mirages il y a peut-être quelques mois ou quelques années. Donc, je vais mettre une carte ici et vous pouvez cliquer si vous voulez voir. Ça va expliquer la science derrière la réfraction. Mais si on regarde ici, notre point, c'est que, voyons voir, voilà, donc, juste pour me rappeler, comme ceci, ralenti, comme ceci, parfait. Juste pour être sûr que je puisse bien faire cela. Donc, si j'ai un rayon de lumière qui arrive ici, à ce point-ci, chose intéressante, c'est que la lumière réagit différemment dépendant de la température. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque nous avons de l'air qui réchauffe, puisque les gaz sont moins denses et les atomes sont plus distancés, cela permet à avoir une lumière qui accélère. Et lorsque la lumière accélère, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'elle change ici de direction. Donc ça, c'est intéressant. Elle change de direction ici, et il arrive un moment où la lumière n'est plus réfractée, mais elle sera réfléchie. Alors ici, on a parlé de réfraction, et maintenant il y a de la réflexion. OK, donc réfraction, réflexion. Donc, qu'est-ce qui arrive ici? C'est que maintenant, la lumière va comme ceci, change de direction et va à l'œil de la personne. Donc ici, si nous avons un rayon de lumière, celui-ci va être réfracté ici, réfléchi, et la réfraction fait que la personne semble voir deux soleils, le rayon qui arrive ici et le rayon qui arrive du sol. Très bien. Mais ça n'explique toujours pas pourquoi on peut voir des mirages. Alors ici, je parle du soleil, mais si nous prenons le ciel bleu qui est ici, le bleu
et de la lumière bleue. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que la lumière bleue arrive comme ceci et va aussi rater et réfléchir. Mon dessin n'est pas le meilleur parce que, comme ceci, comme cela, comme ceci, réflexion. Alors, lorsqu'on regarde, j'aurais besoin d'un plus grand tableau, c'est pour ça. Lorsqu'on a un mirage qui semble être de l'eau par terre, c'est souvent bleu. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le fait qu'il y ait de l'eau ici, mais c'est la lumière bleue du ciel qui, lorsqu'elle entre dans différentes températures de l'atmosphère, change de direction et est réfléchie. Et c'est ce que nous voyons ici. Ça veut dire que si je me déplace d'un côté ou de l'autre, ou que j'avance ou que je recule, il semble qu'il y ait toujours un mirage qui existe. Maintenant, bien sûr, si vous êtes dans un endroit où il fait chaud et il y a des nuages, par exemple, vous allez avoir l'impression que ici, ça semble gris, ça semble un lac, bien sûr. Si nous sommes dans un désert, il se peut qu'on se retrouve ici avec, ça semble être une petite mare d'eau ici qui est bleue parce que le ciel est bleu. Et donc ça, c'est en gros la version un peu simplifiée. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces changements de réflexion et de réfraction permettent de pouvoir sembler que nos yeux nous jouent des tours quelquefois. Alors, voyons voir si je peux donner quelques exemples de plus. Alors, moi, je reste près du lac Ontario et il y a près de chez moi, le lac fait, alors, c'est le bout du lac, donc c'est arrondi. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, voyons voir. Alors, ici, j'ai le lac. Et chose intéressante, de l'autre côté du lac, il y a une falaise qui est ce qu'on appelle un escarpement. Escarpement. Et chose intéressante, c'est que moi, lorsque je regarde cet escarpement, et cet escarpement a probablement, je vais dire, une centaine de mètres, donc c'est quand même assez haut. Lorsque je regarde, mon dessin n'est pas à l'échelle, mais tout de même, je peux remarquer qu'il y a quelques jours, l'escarpement semble très, très, très petit. Et quelquefois, l'escarpement semble être comme 5 ou 6 fois plus haut que d'habitude. Et la raison pour cela, c'est que l'information qui me vient de cet escarpement est qu'il y a ici de l'eau. Alors, dépendant de l'humidité de l'atmosphère, ainsi que de la chaleur ambiante, qu'est-ce qui arrive? C'est que la lumière qui vient d'ici a la chance de jouer des tours. Donc, j'ai l'impression que la falaise, dépendant des journées, semble grandir ou descendre. Donc, ça, ce n'est pas les yeux qui me jouent des tours, ce n'est pas la falaise ou l'escarpement qui change de forme, mais c'est la façon que la lumière ici est que la lumière voyage, dans l'atmosphère. Et ça, c'est un peu comme ça que nous pouvons avoir des mirages. Donc, chiffre alphabet, j'espère que ça répond à tes questions. Et je vais mettre, comme j'ai mentionné tout à l'heure, une carte qui va vous donner un lien sur une vidéo sur justement la réflexion, la réfraction de la lumière qui font les mirages. Excellente question aujourd'hui, chiffre alphabet. Alors, voyons voir autre point que nous pouvons regarder aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc, nous allons faire ceci. Alors, l'autre point, l'autre question que j'avais ou qu'on m'a posée, c'était sur les colibris et comment se fait-il que les colibris, quelquefois on peut les appeler les oiseaux-mouches, peuvent sembler voler mais ne pas bouger, alors que les grands oiseaux, que l'on prend les faucons, que l'on prend les pigeons ou autres oiseaux migrateurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils peuvent aller de l'avant, mais ne peuvent pas rester sur place et même aller derrière.
Donc, c'est un peu comme des insectes. Les insectes peuvent monter, descendre, avancer ou reculer. Et le colibri ou la famille de ces animaux, de ces oiseaux, sont les seuls qui peuvent faire cela. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent faire ceci? Bon, la première chose qui est importante, c'est de penser qu'ils sont de très petite taille. Donc, la plupart de ceux-ci vont être moins de 10 cm. Quelques-uns peuvent être, alors moins de 10 cm. Quelques-uns peuvent être quelques centimètres. D'après ce que j'ai remarqué, les plus gros peuvent être peut-être une quinzaine de centimètres. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils sont très petits, donc leurs ailes sont très petites. Donc, c'est plus facile de bouger lorsqu'on a des petites ailes. Deuxièmement, la forme de celle-ci permet de pouvoir les battre très, très rapidement. Donc, j'ai regardé un peu, j'ai fait un peu de recherche sur ceci et il y a plusieurs personnes qui ont toutes sortes d'idées différentes sur ce qu'ils peuvent faire. Donc, soit que ce sont des amateurs, mais j'ai eu de la difficulté à trouver des sources plutôt scientifiques. Donc, c'est une recherche que vous pouvez continuer à faire si vous voulez. Donc, d'après ce que j'ai entendu ou que j'ai lu de toute façon, c'est que ces colibris peuvent battre leurs ailes entre 60 et 100 battements par minute. Donc, le fait de pouvoir avoir une centaine jusqu'à 100 battements par minute, ça fait un battement par seconde ou plus d'un battement par seconde. Ça veut dire qu'ils ont une maîtrise beaucoup plus fiable de leur corps. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, afin de pouvoir maintenir ce battement d'ailes, il y a certaines choses à faire. Premièrement, ils ont un cœur qui semble plus gros par rapport au volume de leur corps, justement pour s'assurer qu'ils peuvent pomper le sang pour leurs ailes. Deuxièmement, ils peuvent respirer jusqu'à 200 ou 250 fois par minute, justement pour donner de l'oxygène à leur sang. Et j'ai regardé le battement de cœur parce que c'était quelque chose d'intéressant. Il disait qu'au repos, le battement de cœur d'un colibri peut être, je ne sais pas, 5 à 600 battements par seconde. Donc, c'est très, très rapide. Non, 500 à 600 battements par minute, voilà. Mais lorsqu'ils volent, avec un battement d'aile jusqu'à 100 fois par minute, qu'est-ce qui arrive? C'est que leurs battements de cœur peuvent jusqu'à doubler, jusqu'à peu près 1000 battements par minute. Imaginez un cœur qui peut battre aussi rapidement. Donc, afin de pouvoir faire ceci, ces colibris doivent avoir une certaine quantité de sucre, bien sûr, et ce sucre, ils l'obtiennent du nectar des fleurs. Donc, c'est un peu spécialisé. Quelle est une de ces grandes sources de sucre dans la nature? C'est les fleurs, c'est le nectar. Donc, ceux-ci vont devoir utiliser et manger du nectar. Donc, leur source de nourriture, c'est le nectar, certaines protéines et vitamines dans le nectar aussi. D'après ce que j'ai vu, il y a peut-être 10 à 15% de leur diète qui sont des insectes, afin de pouvoir avoir des protéines quand même. Donc, c'est un type d'oiseau qui a évolué et va se nourrir de nectar, un peu d'insectes, et de façon à pouvoir prendre le nectar et ne pas devoir se poser sur la fleur, ils ont évolué de façon à ce qu'ils puissent pouvoir boire le nectar sans devoir se poser, mais doivent rester sur place. Et donc, ce battement d'ailes qui vont jusqu'à 100 fois par minute. J'ai vu quelques endroits qui disaient que ça peut aller jusqu'à 150 fois par minute ou 200 fois par minute. Ça, c'est une bonne question. Je dois confirmer cela. Mais on peut voir qu'il y a un besoin de plus d'études sur les colibris, ce type d'oiseau. D'après ce que j'ai remarqué, il semble y avoir seulement un type de colibri dans la province du Québec. En Canada, possiblement, lorsqu'on va vers le sud, c'est plus facile. Mais je me rappelle, j'ai fait un voyage au Costa Rica il y a une dizaine d'années, non, presque une vingtaine d'années. Et je me rappelle que plus on se retrouve dans des températures chaudes, où il y a des fleurs à l'année, où il y a du nectar disponible à l'année, il y a beaucoup plus de colibris. Donc, j'ai trouvé que c'est intéressant. C'est un type
euh, d'animal qui est intéressant. On n'en parle pas souvent parce que ce n'est pas nécessairement, on ne peut pas nécessairement les voir partout. J'en ai vu seulement 2 au Québec dans toute ma vie. J'avais une cousine qui avait un petit abreuvoir de nectar pour les colibris. Alors ici, à Chiffre Alphabet, je ne sais pas s'il y a des colibris en France. C'est une bonne question. Si tu en as déjà vu, tu peux toujours le mettre dans la section chat ici. Ça serait intéressant de savoir. Très bien. Donc ça, c'est le sujet du colibri. L'autre sujet qui a été posé, qui est intéressant, alors, il y a quelques semaines, je vais mettre une autre carte ici, alors probablement ici ou de ce côté-ci, j'ai fait une petite section sur la biodisponibilité. Et alors, j'avais inclus que dans nos corps, par exemple, lorsque nous avons un maux de tête, nous pouvons prendre un comprimé et que notre corps va absorber ce comprimé. Il y aura une grande disponibilité de cette molécule pour aider nos maux de tête et que, après un certain temps, la quantité disponible de cette molécule dans le corps descend. Et donc, si tout va bien, nous pouvons continuer la journée, mais si la quantité de cette molécule descend et on a encore mal à la tête, on doit prendre un autre comprimé pour garder une certaine disponibilité de ces molécules dans notre corps pour s'assurer que tout va bien. Voilà. Donc ici, on voulait savoir comment se fait cette idée de biodisponibilité chez les plantes. Donc premièrement, les plantes n'ingèrent pas de nourriture et de l'eau comme nous le faisons, mais vont absorber leurs nutriments. Donc ici, ce que j'essaie de voir, comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Et ça m'a fait penser à l'agronomie. Donc l'agronomie, qu'est-ce que c'est? C'est cette idée que nous avons des plantes qui ont une croissance dans l'environnement, donc ils ont besoin de cet environnement, de façon à maintenir une certaine quantité de biomasse pour faire vivre soit des animaux sur une ferme ou la population humaine, bien sûr. Donc, si on parle de l'agriculture ici a besoin de certaines choses. L'agriculture, c'est une question de plantes, bien sûr, mais chose intéressante, c'est que pour que la plante puisse vivre, elle a besoin d'un bon climat. Donc ça veut dire une certaine quantité de lumière et une certaine quantité d'eau, mais aussi les sols ici. Le sol permet d'avoir certaines molécules, avoir des minéraux disponibles pour la plante. Alors, ça, c'est la première chose. En agronomie, qu'est-ce que nous faisons? C'est qu'on étudie le sol de façon à ce qu'on puisse comprendre la chimie du sol. Maintenant, ici, on a une transversale ici du sol. On peut voir ici qu'il y a une plus grande quantité d'humus à la surface et avec les milliers d'années, avec les pluies, on peut voir que les sols semblent beaucoup plus clairs ici. Alors ici, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'avec les millénaires, il y a un lessivage de certains minéraux, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est un peu plus blanc. Donc, la section de terre arable ici, cette terre qui est beaucoup plus riche en minéraux et en matériaux pour faire pousser les plantes, est toujours plus forte en surface. Ça veut dire que lorsqu'on a une plante, on a une graine qui arrive à un endroit, la plante, pour croître, a besoin de certaines choses. Oui, elle a besoin de l'eau, mais si on donne seulement de l'eau à une plante, celle-ci ne peut pas croître parce qu'il y a certains nutriments dans la graine, mais éventuellement, il y a des racines pour aller chercher ce qu'il faut pour la plante. Donc, les racines vont permettre d'aller dans le sol et d'aller voir quelle est la disponibilité des minéraux et de ces molécules pour permettre de faire croître les plantes. Bien sûr, lorsqu'on parle d'agriculture, il faut se dire que si on fait à un endroit dans un champ toujours le même type de plante, qu'est-ce qui arrive? C'est que ce type de plante a besoin d'une certaine quantité de minéraux et la conséquence, c'est que le sol s'appauvrit dans ce type de minéral et molécules pour faire croître la plante. Donc, si on est dans une ferme et on veut faire pousser seulement un type de plante,
qu'est-ce qui arrive? C'est que les sols s'appauvrissent et la conséquence de cela, c'est que si on veut continuer à faire pousser ces plantes, on doit faire venir des engrais chimiques, des fertilisants. Et qu'est-ce que c'est un fertilisant? Un fertilisant permet d'ajouter de façon artificielle, donc les humains vont mettre dans les sols de nouvelles molécules, de l'azote, du potassium, il y a aussi, j'ai oublié le troisième, potassium, azote et le troisième, j'oublie. Ça va. Et la raison, c'est que si on emmène des engrais chimiques, même si les sols sont plus pauvres, on peut quand même produire des plantes. La façon la plus facile de voir ceci, c'est lorsqu'on parle d'hydroponique. Donc ici, on peut voir, c'est une certaine laitue que nous faisons croître ici. Nous utilisons l'hydroponique, donc on prend des engrais chimiques, on met les molécules nécessaires pour faire pousser les plantes. Ma perspective sur cela, c'est que oui, on a une quantité de plantes qui est produite ici. Ça fait de la nourriture pour les humains. Mais moi, personnellement, je pense que c'est fantastique. Ça permet d'avoir de la nourriture fraîche partout. Par contre, si une plante est dans un sol, et un sol qui est riche, alors si on prend par exemple ces nourritures biologiques où on fait attention au sol, on n'ajoute pas d'engrais chimiques et donc les plantes vont chercher les nutriments du sol. Je pense que la quantité ou la variété de nutriments à l'intérieur de ces plantes est plus grande. Pourquoi? Lorsqu'on met de l'eau en contact avec le sol, les plantes vont prendre cette eau dans laquelle il y a ces minéraux qui sont dissous et vont être absorbés par les plantes et donc ces minéraux seront disponibles pour ces plantes. Si le sol est pauvre, il y a moins de nutriments, moins de disponibilité. Donc l'environnement est très important pour les plantes. Alors les personnes vont dire qu'est-ce que les fermiers faisaient ou les agriculteurs faisaient il y a peut-être 100 ans ou 200 ans. Mais premièrement, il y avait moins de nourriture qui était produite. Ça, c'est une chose. Mais une chose que les fermiers faisaient, c'est qu'ils avaient ce qu'on appelle une rotation des cultures. Voyons voir ici. Alors, j'en ai ici quelques-uns. Donc ici, un fermier pouvait faire, et même ici, un quatrième. Je vais parler dessus, c'est intéressant. Alors ici, qu'est-ce qui arrivait? C'est que le fermier ou cette personne pouvait décider de diviser son champ en plusieurs parties de façon à faire certaines choses en particulier. Premièrement, la plupart de ces fermiers avaient des animaux, ils avaient besoin d'endroits pour manger, donc il y avait un petit coin. Et ils avaient une variété de cultures. Et souvent, on gardait un coin où on mettait du trèfle, ici. Le trèfle et certaines plantes, surtout le trèfle ou les légumineuses, ceci permet d'avoir une augmentation d'azote naturelle dans les sols. Alors, qu'est-ce qui arrivait? C'est que durant une année, nous avions ce type d'arrangement. Et l'année suivante, qu'est-ce que cet agriculteur faisait? C'est qu'il disait, les animaux vont maintenant être ici, le maïs, on va le faire là, le blé ici et l'avoine ici. Et on pouvait même passer pour le trèfle et faire une rotation. Ça veut dire qu'on a une deuxième année. Une troisième année, on change encore. Troisième, quatrième, cinquième année. Ça veut dire que le maïs ici, on le fait pousser, par exemple, à tous les 4, 5 ou 6 ans. Ça veut dire que durant ces années où il n'y a pas de maïs, les plantes qui sont ici vont utiliser leurs minéraux qu'ils ont besoin. Et lorsque le maïs va venir ici, il va prendre les minéraux qui sont bons pour cette plante, mais qui n'ont pas été utilisés par d'autres plantes lorsqu'ils étaient là dans les années précédentes. Donc, c'est une façon naturelle de pouvoir donner la chance au sol d'avoir leur sable
se désintégrer un petit peu plus de façon à ce que ces minéraux, ce potassium, cet azote, et j'oublie le troisième, potassium, azote et j'oublie, ça arrive. Et donc, ça permet de s'assurer de façon biologique de donner au sol la chance de pouvoir travailler. Et bien sûr, les fermiers vont souvent labourer leurs champs justement pour mêler, pour maximiser la croissance. Donc, qu'est-ce que c'est la biodisponibilité des plantes? C'est bien sûr cette idée que on a, c'est est-ce que les minéraux sont disponibles dans l'environnement? Sont disponibles facilement pendant quelques années, mais on ne veut pas, bien sûr, toujours faire la même culture. Donc, cette année, par exemple, dans les nouvelles, on dit qu'il y aura possiblement un manque de blé, parce qu'il y a certains conflits, il y a certaines difficultés climatiques, il y a certaines difficultés d'accès à des fertilisants chimiques. Donc, autour de la planète, il y a quelques instabilités. Donc, dans les nouvelles, on disait qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont faire pousser du blé cette année. Très bien. Mais quelquefois, n'oubliez pas que les agriculteurs, eux, ont leur ferme pour maximiser leurs revenus. Donc, quelquefois, ils vont regarder quel sera le retour sur leurs investissements. Donc, cette année, ils investissent pour faire du blé, mais d'autres années, c'est le soya, d'autres années, c'est le maïs, dépendant de la demande de notre société. Donc, ça, c'est quelque chose à considérer. Voyons voir si j'avais un autre sujet que je voulais mentionner aujourd'hui. Ah oui, celui-ci. Pour ceux qui sont avec nous, si vous aimez l'émission jusqu'à maintenant, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. On est ici à tous les samedis à 10 h pour parler de science. Bien sûr, vous mettez vos questions dans la section clavardage. Si vous regardez en rediffusion, vous mettez vos questions dans la section commentaires et je les regarde pour pouvoir bien y répondre. Et en passant, la question sur la biodiversité des plantes, c'était de Charlin Direct qui m'a posé cela. Donc, merci pour la question. Dernière question aujourd'hui, ce sera notre dernier sujet, à moins qu'il y ait une autre question supplémentaire, et c'est comment se fait-il que nous avons la rosée du matin? Alors ça, c'est une bonne question. C'est une question de chimie et de propriétés physiques de l'eau. Donc, la rosée du matin, c'est lorsqu'on se lève le matin et par exemple, on va marcher soit dans le gazon, par exemple, on peut voir sur les feuilles. Quelquefois, on peut regarder, il y a certains objets, donc des fois sur un véhicule, où c'est un métal, souvent un matériel qui n'est pas absorbant. On va retrouver ces petites gouttelettes d'eau qui semblent avoir apparu de nulle part. La raison que nous avons ceci, c'est qu'à quelque part, il devait y avoir de l'eau qui a trouvé une façon de pouvoir, une molécule à la fois, faire grandir ces gouttelettes. Donc, on peut voir ici qu'il y a 4 gouttelettes. Il y en a une très petite ici. Il commence avec quelques molécules et après un certain temps, plus il y a de molécules d'eau disponibles, plus celles-ci vont s'accumuler à la même place. Donc ici, on peut voir sur la deuxième photo, il y avait beaucoup plus de rosée ce matin-là. Mais d'où vient cette eau? Ça, c'est une bonne question. Alors l'idée ici, on va voir si on peut regarder notre graphique. Nous savons que si on a une température de 0 degré, chose intéressante, cette température, c'est la température où l'eau va être soit de la glace ou de l'eau liquide, donc le solide liquide. Si nous avons ici 100 degrés Celsius, nous allons avoir une ébullition du liquide. Les choses intéressantes,
Lorsqu'il fait très, très froid, surtout l'hiver, on a tendance à avoir un temps qui est très, très sec. La quantité d'eau qui est dans l'atmosphère, donc l'humidité, elle est très, très, très petite. Par contre, il y a certains endroits, lorsqu'on va par exemple dans ces environnements tropicaux, où on a une humidité qui est très, très, très grande. Ça veut dire que si on a 0 degré, donc ce n'est pas un graphique parfait, mais ça explique ici l'idée de la rosée. À 0 degré, c'est très, très sec à l'extérieur. Et qu'est-ce qui va arriver, c'est que, donc si on prend ici, par exemple, 40 degrés Celsius, ici, par exemple, dans des endroits tropicaux, plus la température augmente, plus l'humidité dans l'air va augmenter. Donc, il y a des endroits où l'humidité peut être une dizaine de pourcents, d'autres, ça peut être 30%. Lorsqu'on est dans un certain temps, il va pleuvoir, cette humidité peut aller à 80% ou 90%. Ça veut dire que, par exemple, ici, à 40 degrés Celsius, on a une certaine quantité d'eau qui peut être absorbée dans l'atmosphère. Donc, à une certaine température, les molécules bougent, les molécules dans l'atmosphère bougent aussi. Donc, il y a cette humidité qui est contenue dans l'air. Voilà. Si nous avons, par exemple, 20 degrés Celsius, nous allons avoir moins d'humidité, bien sûr. Mais chose intéressante, c'est que si nous avons, par exemple, prenons ces endroits tropicaux, il fait 40 degrés durant la journée, on a une humidité qui est très grande. Mais lorsqu'on parle d'endroits où il y a température tropicale, on dit souvent que vers la fin de la journée, c'est comme s'il pleut souvent. Alors, quand je suis allé au Costa Rica, il faisait beau toute la journée. Entre 4 heures et 7 heures, il y avait toujours de grandes averses. Pourquoi? C'est qu'il peut y avoir une certaine quantité d'eau ou d'humidité à 40 degrés. Mais si on refroidit l'atmosphère un petit peu, donc le soleil se couche, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la quantité d'humidité qui était inclue dans l'atmosphère ne peut plus rester dans l'atmosphère parce que ça refroidit. Donc l'eau va dire, OK, que se passe-t-il? Lorsque la température est 40 degrés, il y a une baisse de température, mais une baisse aussi d'humidité qui peut être contenue dans l'atmosphère. Donc ici, il y a une baisse d'humidité possible. Donc, qu'est-ce qui arrive? On a des molécules d'eau qui sont dans l'atmosphère. Ils disent, OK, l'atmosphère est trop froide pour nous conserver. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va commencer on perd notre énergie. Les gouttelettes vont aller ensemble, vont faire des gouttes d'eau. Et éventuellement, nous allons avoir de la pluie. Donc, dans ce temps, à la fin de la journée, lorsqu'on est dans des endroits tropicaux, il y aura beaucoup de pluie. Pendant peut-être, ça peut être 30 minutes, 40 minutes, 1 heure. Et après cela, il arrête de pleuvoir. Pourquoi? C'est qu'on arrive à une température où la quantité d'eau dans l'atmosphère peut rester dans l'atmosphère et nous avons cette température qui sera pour la nuit et tout sera bien. Maintenant, si on est en Ontario ici, d'ici quelques semaines, nous allons avoir des températures qui seront plus constantes. Mais disons qu'on a des températures qui sont de 30 degrés, qui sont ici, mais que durant la nuit, on va descendre jusqu'à 20 degrés. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que nous avons ici aussi une baisse de température de l'atmosphère. Ça veut dire que l'atmosphère peut contenir moins d'eau à l'intérieur. Donc, ces molécules d'eau vont se regrouper ensemble et vont dire, OK, qu'est-ce qu'on va faire ici? S'il n'y a pas assez d'humidité, ça ne fera pas de grandes gouttelettes pour tomber comme de la pluie. Par contre, s'il y a une certaine humidité dans l'atmosphère, qu'est-ce qui va arriver? C'est que certaines molécules vont dire, OK, je vais aller, il y a une plante ici, donc ça me donne la chance de pouvoir rester avec moins d'énergie. Et d'autres molécules vont dire, tiens, il y a déjà des molécules ici, voyons voir si on peut aller avec eux.
Donc ici, on peut voir, il y a 4 gouttelettes. Donc ce n'est pas des gouttelettes qui ont tombé du ciel, ce sont des gouttelettes qui ont grandi avec ces molécules d'eau qui ont moins d'énergie dans l'atmosphère, qui vont se trouver une place pour passer du côté vapeur, qui est un gaz, à un côté plus liquide. Alors ici, on peut voir, oups, je vais montrer ceci. Donc ici, on peut voir les 4 gouttes, c'est très défini. Nous avons ici cette rose avec beaucoup plus d'eau. Donc, plus il y avait de l'humidité dans l'atmosphère, plus il y aura de rosée le matin, parce que durant la nuit, la température a baissé. Maintenant, le matin, le soleil se relève, on lui donne peut-être 30 minutes, 1 heure, et tout va redevenir sec. Pourquoi? C'est que le soleil fait réchauffer l'atmosphère. L'atmosphère peut contenir une plus grande quantité d'humidité, et donc ces gouttelettes vont disparaître et l'eau va retourner dans l'atmosphère. Et ça, c'est un peu le principe de la rosée du matin. Et ça nous mène bien sûr à notre dernière question d'aujourd'hui. Je ne vois pas de questions additionnelles. Je suis content d'avoir eu la chance de répondre à la question de chiffre alphabet. Il semble que la semaine passée, sa question ne s'est pas rendue à nous avant la fin de l'émission. Sur ce, passez une excellente journée pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui et on va se revoir la semaine prochaine. Au revoir.